Bertrand Le Délésir, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mon Bébé TV, donc la chaîne des futurs et jeunes parents. Vous êtes Bertrand, responsable marketing chez Fisher Price. Oui. Et vous venez donc à ce titre nous présenter la gamme nourrisson, donc 0 à 1 an en gros on va dire, et répondre à quelques-unes de nos questions concernant cette gamme. Alors effectivement, évidemment, une question fondamentale que se posent les parents est la suivante: quels sont les critères d'un bon jouet? Donc on va tenter, j'espère que vous allez réussir à nous expliquer les critères d'un bon jouet. Je vais essayer. Mais au préalable, je vais vous demander de nous présenter en quelques mots Fisher Price. Alors Fisher Price, c'est une marque du groupe Mattel qui est spécialisée dans les jouets premier âge, c'est-à-dire grosso modo 0-6 ans. C'est une société qui existe depuis 1931, donc on fête la 70e année de Fisher Price. Cette année, exactement. Merci. Et Fisher Price existe depuis 30 ans en France. 70 ans aux États-Unis, 30 ans en France. Donc une expérience en fait du jouet. Tout à fait, tout à fait. Cette expertise, Fisher Price l'a acquise forcément avec les années, et surtout sur un credo. Fisher Price a toujours travaillé sur le credo de se dire: c'est pas l'enfant qui s'adapte au jouet, c'est le jouet qui s'adapte à l'enfant. Et ça, c'est très important. C'est le jouet qui sert l'enfant. Parce qu'à l'époque, en 1931, c'était pas évident. Pas évident pour tout le monde. Donc Fisher Price a toujours avancé, toujours créé des jouets dans ce sens. Le jouet doit s'adapter à la philosophie, donc en fait. Alors ça peut paraître évident aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est peut-être grâce à Fisher Price que ça l'est. Je sais pas si c'est grâce à Fisher Price, mais en tout cas, Fisher Price y a contribué. Bien. Eh bien, on va parler donc plus spécifiquement aujourd'hui donc de la gamme nourrisson. Je crois que chez un nourrisson, je pense que vous serez d'accord, il y a les psychologues, les spécialistes en fait ont repéré, ont déterminé, ont défini des phases, des stades de développement. Ça fait très, très arbitraire et très rigide de dire 4 phases, 4 stades, sachant que chaque enfant est un cas particulier, etc. Mais donc alors, dans ces jouets de cette gamme-là, quels sont ceux en fait, et quels sont ceux qui vont répondre donc à ces 4 phases? Déjà, quelles sont-elles ces phases? Et puis montrez-nous, on a des jouets ici sur le plateau, donc expliquez-nous un petit peu. Alors les différentes phases, les toutes premières phases, c'est la stimulation de la vue, du toucher et de la mise en bouche. C'est le fameux stade oral de l'enfant. Alors par exemple sur ces jouets, c'est très clair, hein. L'enfant, il y a le côté touché. 0-1 an, l'enfant il va d'abord démarrer avec la préhension globale, attraper les choses, puis après une préhension plus fine, le pouce, l'index, au début, c'est le développement du toucher, les différentes textures. Alors là, vous pouvez l'avoir sur ce jouet-là, par exemple, comme illustré, il y a différentes textures. Différentes textures, pas les mêmes textures. Ça va permettre de développer le toucher, la préhension, le côté préhension. Alors ça, c'est pas la même chose. Après, l'ouïe, bien évidemment. Plus fort, c'est pas le faire. Voilà. L'ouïe, on stimule l'ouïe et on va créer chez l'enfant une réaction. Quand l'enfant va appuyer, va entendre, ça va le stimuler. Pour lui, c'est une récompense. Donc ça va l'amener à se dire: ok, j'appuie, j'ai une récompense et je me mets à sourire. Regardez, c'est un produit qui est vraiment dessiné autour du sourire. Il faut montrer peut-être. Pour que l'enfant puisse sourire. Une pastèque, moi je l'aime bien celle-ci. Voilà, la petite pastèque qui fait sourire. Parce qu'à un certain stade de développement, l'enfant va se mettre à sourire. Il va créer un stimuli chez lui. Et en tant que parent, on attend le premier sourire. On attend le premier sourire. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier âge. Tout à fait. Et puis, le côté, je vous en parlais, stade oral, c'est l'enfant va le mettre en bouche, bien évidemment. Donc il faut que ce soit très doux. Oui, il faut que ce soit très doux et que bien évidemment il correspond à tous les critères de sécurité et de fiabilité. On fera un point sur cette question. Évident. Pourquoi? Parce que la vue chez l'enfant à un certain stade, quand il est plus petit, n'est pas encore assez développée. Donc il va tout mettre en bouche, parce que lui, c'est le contact avec l'environnement, l'univers, c'est par la bouche. Voilà. Donc il y a des jouets qui correspondent à ça. Le fameux stade oral. D'accord. Et ensuite, ça se passe comment? La maturation progressivement? Alors ensuite, on va développer tout ce côté préhension, on va développer plus le sens logique, action-réaction. Je déclenche quelque chose, j'appuie sur quelque chose, ça déclenche quelque chose. Alors, par exemple, il y a un stade très passif, l'enfant a 1 mois,
il va regarder un mobile au-dessus de son lit, il voit le mobile tourner, c'est des couleurs, c'est des formes, c'est de la musique. À 2 mois, il va commencer à prendre les choses, il va commencer à prendre le hochet, à le mettre en bouche. À 4 mois, il va commencer à plutôt se mettre dans son parc et essayer de se mettre à genoux. Et là, il y a des jouets spécifiques, des tableaux d'activité, des tapis d'éveil, ce genre de choses, où l'enfant va être stimulé par des couleurs, par des formes, et toujours action-réaction, du bruit, des petits miroirs, la fameuse action du miroir. À partir de 4-6 mois, dans les tableaux d'activité, vous avez toujours un petit miroir et l'enfant éclate de rire quand il se voit dans le miroir. Les lumières, des sons, des lumières. Un investissement psychique. Un investissement de plus en plus important, ouais. Vraiment, où il évolue. Ouais, à partir de 6 mois, de 6 à 9 mois, l'enfant, il va commencer à comprendre qu'il y a une relation de cause à l'effet. Ah. J'appuie, ça couine. C'est tout premier âge, celui-là, pourtant. Ça couine. Alors, c'est pour ça que les tableaux d'éveil vont avoir tout ce genre de choses. Ouais. Hein. Ce genre de choses où vous appuyez, vous avez une réaction. Alors là, par exemple, on appuie, voilà, il y a une réaction. Moi, j'aime bien le téléphone. On appuie, il y a une réaction. Donc, et ça. Alors, ce type de réaction. C'est un processus réitératif, c'est-à-dire que l'enfant va adorer, parce qu'il a une récompense et il la connaît, il a compris la relation de cause à effet. Et ça, c'est très important. Avant 6 mois, il ne comprend pas très bien qu'il y a une relation de cause à effet. À partir de 6 mois, il comprend qu'il appuie, ça sort, ou il y a le petit nez qui va s'allumer, ou voilà, le petit nez qui s'allume. Donc il va prendre plaisir à la répétition. Il va prendre plaisir, voilà. Exactement. C'est formateur, ça. Exactement. Et ça développe, c'est quand même la prémisse du développement de la mémoire, de la réflexion, de la logique. Un commencement. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on a découvert, Fischer-Price y a contribué comme les autres, c'est que pour développer la mémoire, la prélogique, c'est ce qu'on appelle la prélogique ou la prélinguistique, les lumières et les sons aident beaucoup. C'est important. Aident beaucoup, c'est très important. C'est pour ça que dans de nombreux jouets, comme de tous ces jouets, vous avez des lumières et des sons, parce que ça va vraiment, véritablement aider l'enfant à comprendre qu'il y a un processus et va le récompenser. C'est le tout premier processus, les premiers processus d'apprentissage. Réflexif, ouais. Voilà, exactement. D'accord. Et donc après, ça va être d'autres jeux un petit peu plus... Alors après, vous allez avoir des jeux sur le développement physiologique de l'enfant, c'est-à-dire que vous savez qu'à partir d'1 an, l'enfant il va se tenir debout. Chez Fischer-Price, on va développer des jeux qui vont lui permettre d'aider à se hisser. Par exemple, un tableau d'activité, il va se hisser, il est dans le parc, il va se hisser, et il va commencer à tripoter. Avant c'était en bas, puis après ça va être en haut. On fait un jeu de balle, où l'enfant peut... C'est un produit évolutif. Ce qui est important, c'est qu'on a découvert qu'effectivement un jouet doit être évolutif. Ça peut sembler le b.a.-ba, mais c'est quand même la vérité. C'est qu'il faut qu'un produit il plaise à l'enfant pour certaines fonctions à 3 mois, et puis il plaise à l'enfant pour certaines fonctions à 6 mois, et puis il plaise à l'enfant pour d'autres raisons. Alors donc on fait un produit évolutif. Nous on va faire un produit avec les jeux de balle. Le jeu de balle, c'est un archétype de jeu classique d'enfant, classique. L'enfant fait rouler une balle, il court à la chercher. Ça lui permet de développer la fonction à 4 pattes. Ouais. Donc c'est la motricité, la première fonction de motricité. Donc on envoie la balle et il court. Alors on a un jeu où il va mettre les balles vont tourner, vont rouler, il va partir courir après la balle, il va y avoir des sons et des lumières. Les sons et les lumières, c'est un processus réitératif qui fait qu'il va vouloir encore et encore, il adore ce processus et ça récompense le son et la lumière, qui fait qu'il va comprendre tout de suite la relation de cause à effet. Voilà en quoi le son et la lumière le stimule, c'est qu'il va comprendre, ok, je mets la balle, il y a du son, de la lumière, je mets la balle, etc. Mais ce jeu va le permettre aussi, il peut mettre la balle à différents stades, c'est-à-dire qu'il peut s'en servir quand il est allongé, il peut s'en servir quand il est accroupi, et il peut s'en servir quand il est debout. Ça va l'accompagner. Ça va l'accompagner. Un véritable accompagnement de la maturation en fait du petit. Exactement. Donc l'idée, c'est pour nous, c'est de développer de plus en plus des jouets qui évoluent avec l'enfant, qui évoluent avec les différents stades d'évolution. Une philosophie propre à la marque. Très bien. Et la personnalité, en fait, est-ce que les jouets, à cet âge-là, on peut dire que les jouets aident un petit à former sa personnalité? Ça a un sens? Alors ça, c'est assez difficile à dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on va créer des jouets qui sont ou anthropomorphes ou qui correspondent à quelque chose qui existe dans la nature, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, il y a des yeux, il y a un nez, il y a une bouche comme lui. Il a des yeux, un nez, une bouche. Et qu'il peut faire le rapprochement. Voilà. Et c'est pour ça que les voitures ont des yeux, un nez, une bouche, les pastèques, les petits oiseaux, les bus, les dinosaures.
ont des yeux, un nez, une bouche. C'est effectivement commencer à voir ce côté. Moi, je suis une personnalité et tu vois, voilà à quoi tu peux pas t'attacher, mais au moins c'est un référent. Et c'est important. Et en plus, c'est plus important que ces jouets, ils ont le sourire pour montrer que l'enfant il sourit aussi. Il se voit pas sourire, mais ça lui fait plaisir de sourire. Donc on peut dire que ces jouets, même donc pour un âge très précoce, entre 0 et 1 an, ont de véritables fonctions. Alors éducatif, c'est pas le mot. On peut pas dire éducatif, on va dire des fonctions d'éveil et de développement, incontestablement. Le fait que, par exemple, pour l'un d'entre eux, sur l'autobus, par exemple, on peut voir que, effectivement, vous parliez de système de action-réaction, mais il y a déjà, on peut nommer les couleurs, il y a déjà des lettrages A, B, C. Donc ça, ce sont en fait des caractéristiques qui vont aider la maturation de l'enfant et qui vont le préparer en fait ce qu'on appelle le préscolaire, c'est-à-dire là où l'enfant va développer son sens logique, va de plus en plus développer son sens logique et son sens de réflexion. Savoir qu'effectivement la couleur, la couleur, ça c'est important, c'est du rouge, ça c'est du bleu, ça c'est des uniformes. Bon tout ça c'est les prémices des maths, c'est les prémices. Mais d'une manière ludique. Alors ce qui est important, pas seulement ludique. Ce qui est important, c'est que la base du jouet, c'est que c'est la valeur de jeu. Il faut que ce soit ludique, c'est-à-dire que faut que l'enfant il acquiert, il s'éveille de façon ludique. Et il joue et il rejoue et bon, la base d'un bon jouet, c'est qu'il doit être ludique, bien évidemment. C'est l'enfant qui détermine. Nous, on va tester ces produits. On les met sur le marché pour voir combien de temps va jouer l'enfant. On va pas prendre un produit où on va s'apercevoir que l'enfant il joue 5 minutes et puis après il reste dans le coffre à jouer et il bouge plus. Si ce produit-là on l'a sorti sur le marché, c'est qu'on sait que l'enfant il va commencer à jouer, il va 5 minutes, puis deuxième jour 10 minutes, et puis un quart d'heure, et puis ça va devenir parmi ses jouets favoris. Ou c'est son jouet. C'est son jouet, il s'y reconnaît, il connaît les actions qu'il fait, il a compris, ça le récompense, ça le fait sourire, ça le fait rire. Il y a des best-sellers sur cette table? Des best-sellers? Alors, il y a des nouveautés. Donc, il y a des produits qu'on n'a pas encore sortis, mais sinon, oui, il y a des nouveautés. Ce produit est un best-seller. C'est le cas. Il marche très bien. C'est ce qu'on m'a dit. Il marche très très bien. Mon papa m'a dit. Ces produits viennent de sortir sur le marché. Vous avez la primeur de les voir. Ils sont tout neufs. Notamment celui-là pour une fonction de musique classique. Je ne sais pas si on peut brancher. Qui est assez intéressant. L'idée, c'est que, je ne sais pas si on va le voir, c'est que à chaque personnage est associé un instrument. Donc vous pouvez recomposer un orchestre, voilà, tout. Je ne vois plus. Voilà, l'idée, c'est de composer. Et la musique, c'est un rôle important. La musique, c'est très important. Pas le son, pas le bruit. Non, la musique, la mélodie. Oui, très important. La musique, en fait, permet d'associer différentes fonctions. Des fonctions de mémorisation, des fonctions ludiques, mais aussi des fonctions développer l'oreille musicale. Permettre de développer l'oreille musicale, c'est permettre de développer l'oreille tout court, c'est permettre d'habituer l'oreille à des intonations différentes. Les intonations différentes, c'est les prémices de la parole. C'est tout simple. Donc voilà en quoi la musique aide. On va aider l'enfant. Le bébé va s'habituer à avoir des intonations différentes, il va reconnaître ses intonations, ça va l'aider après à comprendre que quand on lui parle d'une certaine façon, etc. etc. Alors, ça c'est le côté, je dirais, très... qu'on va trouver à la musique quand on travaille avec des chercheurs, etc. Et pour valider le côté musical, sinon il y a un côté très agréable de la musique, forcément il y a un côté fun. Il y a un côté un peu intellectualisé. Voilà, on intellectualise le discours par rapport au jouet. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est très amusant pour l'enfant, il va reconnaître les différents sons, etc. etc. La valeur pédagogique qu'il y a derrière, c'est que ça va lui permettre de mieux développer son oreille. D'accord. Mais effectivement, la valeur première de ce produit, c'est qu'il va composer son propre orchestre, si on peut le dire. En plus, ce produit, on a travaillé sur ces produits, et c'est de la musique classique. Donc, sur ce produit, vous avez du Vivaldi, du Bach, du Beethoven et du Mozart. Ouais, voilà. Petit mélomane. Petit mélomane, exactement. Très bien. Exactement. Écoutez, on a fait un tour là, donc je pense rapide et général sur une gamme, en fait, sur une gamme nourrisson, le but en fait de ces jouets. Donc on va dire la valeur de jeu.
D'accord, je vais la reprendre. Il y a eu un problème? Il y a eu un problème? Ah, j'entends des bons. Ah, ouais. D'accord. Donc c'est un peu la conclusion là que je vais reprendre. On parle des tests. Donc sur la... Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. On aura bien compris, donc il s'agit de... Un bon jouet, donc un bon jouet en synthèse. En 3 mots, peut-être vous pourriez me... C'est la valeur de jeu. Ouais. C'est Personne ne répète là. les fonctionnalités. Ouais. C'est différent de la valeur de jeu et les fonctionnalités. Ouais. C'est-à-dire le plaisir qu'on va prendre et puis l'étendue des fonctionnalités qu'il offre. Et puis c'est la solidité, la fiabilité, la sécurité. Donc là, on enchaîne. Oui, donc en quelques mots, quels sont les critères d'un bon jeu? C'était ma question initiale en fait qui introduisait cette émission, cette interview. Alors, le critère premier fondamental, c'est la valeur de jeu. C'est le plaisir que l'enfant, le plaisir et les sensations de bonheur, de joie que l'enfant va développer avec ce jeu. Bon, c'est la valeur de jeu, on appelle ça la valeur de jeu. Après, c'est les fonctionnalités, c'est-à-dire que plus il y a de fonctionnalités, plus l'étendue des fonctionnalités et plus les fonctionnalités sont en adéquation avec l'attente de l'enfant ou avec son stade de développement, plus c'est un produit qui est intéressant, et plus c'est un produit qui va plaire à l'enfant, et plus c'est un produit qui va plaire longtemps à l'enfant. Et le troisième, et plus il est évolutif aussi dans le temps. Puis l'éveil aussi. L'éveil, c'est important alors aussi. l'éveil, là, le facteur d'éveil, Oui, c'est encore autre d'éveil. chose. Facteur d'éveil, qui est très important. Hein. Si le produit éveille bien l'enfant va prendre du plaisir, il va continuer à jouer, il va augmenter la valeur de jeu, et c'est un cercle vertueux. Et puis la dernier critère qui est important, et qui chez nous, Fisher Price, c'est très important, c'est la fiabilité et la solidité du produit. Ah oui, ouais, alors voilà. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est une question aussi une question qui est intéressante. Comment sont testés ces jeux? Comment ils sont fabriqués, je dirais, par rapport aux questions de sécurité? Comment ils sont testés aussi? Alors, tous nos produits sont testés et ils ont une batterie de 10 tests. 10 tests très importants. Alors, ces produits, on va tester les chutes. Premièrement, sur un produit comme ça, on va tester un test de chute. On appelle test de chute, on va le faire tomber, on va voir comment il se casse, combien de temps il se casse, etc. Un test d'arrachement, ça c'est très important, un produit comme ça. On va voir quel moment il s'arrache, quel moment il... Avec la bouche, notamment. Avec la bouche, etc. Effectivement. Un test des éléments rapportés, c'est-à-dire que ça, comment ça part, comment ça s'enlève. Ça aussi. Quelle force il faut y mettre? Quelle force il faut mettre, voilà. Est-ce qu'un enfant qui va l'avaler ou pas? Est-ce qu'un 4 mois aura suffisamment de force pour l'arracher? Est-ce que ça, il peut l'avaler ou pas? Et donc de créer un danger. Il est hors de question qu'il l'avale, bien évidemment. Test des ficelles, ce qu'on appelle test des ficelles, donc on va le mettre dans différentes positions, on va les tirer dans différentes positions. Un test de stabilité, c'est tout simple à comprendre. Hein. Ce produit, est-ce qu'il tient debout? Bah oui, il tient debout. Il faut qu'il tienne debout parce qu'il ne faut pas qu'il puisse tomber pour blesser l'enfant. Ok. Test acoustique, le bruit. Faut pas qu'il soit trop fort, il ne faut pas qu'il y ait de l'arsène, faut pas qu'il y ait des sonorités dérangeantes. C'est crucial pour les parents aussi. Et pour les enfants aussi, donc on teste l'acoustique du produit. Un test de toxicité, excusez-moi. Bon, ça c'est tout simple. Hein. L'enfant, à 2 mois, il va sucer le produit. Il faut qu'il n'y ait absolument aucun risque, bien évidemment. Tous les matériaux sont testés. Puis la compatibilité des matériaux entre eux, les couleurs, les allergies. Les allergies, bien évidemment. Après, le test de température et d'humidité. Comment se comporte ce produit dans l'eau? Comment il va se comporter à forte température? On va jusqu'à le faire brûler, bien évidemment, pour voir quelles sont les réactions. La dangerosité. Il ne faut pas qu'il y ait de fumée, il faut qu'il mette un certain temps à brûler, et il ne faut pas qu'il y ait de projection. Donc voilà. Ensuite, le test de vieillissement. Comment vieillit le produit? Alors ça, c'est très simple. On le met dans une machine, on va lui faire. On va imaginer un scénario le pire possible, pour voir comment ce produit va vieillir. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui va partir? Comment il va se coucher? Et un test de conditionnement. Ça, c'est le dernier test. On le met dans des boîtes et on fait tomber les boîtes très haut pour voir comment le produit résiste dans une boîte, dans son emballage, dans son conditionnement. Ouais. Donc toute une batterie en fait très sévère de tests. Ce sont des normes en fait. C'est des normes européennes. Des normes européennes. C'est pas des normes Fisher Price. Des normes. Juste pour vous donner une idée, sur Fisher Price, on a 10 000 concepts par an de produits. On travaille sur 10 000 concepts. Ah oui, ça il y a 400 produits qui sortent au bout du compte. Donc il y en a donc, 9 600 qui passent la trappe. Ouais.
Donc les 400 sur lesquels on a travaillé, vous pouvez imaginer qu'ils ont subi. Mais là on parlait que des tests qualité, des tests sécurité. Oui. Il y a d'autres tests. Il y a d'autres tests. Alors, sur les 10 000 produits, c'est les 10 000 concepts de jouets qu'on a retenus. Après, on va écrémer parce qu'on va tester auprès des maires, on va tester chez les consommateurs eux-mêmes. Dans une famille, on va laisser un jouet, un prototype des jouets pendant 8 semaines. Les fameux bébés testeurs. Pendant 8 semaines, on va le laisser, on va voir ce que ça donne, on va voir comment il réagit, est-ce qu'il retourne voir le jouet, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas. Voilà. Donc on va aussi le tester chez nous, chez Fisher-Price aux États-Unis, ce qu'on appelle dans le Play Lab. C'est un Play Lab. Voilà, un Play Lab où voilà, ça se passe, on a un aire de jeu reconstitué, où on met l'enfant au milieu de jouets, et puis on voit comment il réagit. Comment il réagit avec le jouet, comment il va l'utiliser, parce qu'il y a toujours une utilisation qu'on n'avait pas imaginée avec un jouet. Évidable. Toujours une utilisation. Ça, par exemple, il va se mettre dessus, il va vouloir rouler avec. Bon, c'est pas le but premier, mais il faut qu'il résiste à ça. Donc, il faut qu'il résiste à ça, et on va l'étudier. Et on va l'étudier parce que nous, ça va nous permettre de développer d'autres fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé. Améliorer le jouet. Après, une fois qu'on a déterminé, qu'on a vu un peu comment l'enfant réagissait, on va le faire tester pendant 8 semaines dans une famille pour voir là, sur la durée, est-ce que le produit tient la durée. Ce qui tient la durée en termes de fonctionnalité, est-ce que ça vaut le coup? Parce que l'enfant il a pu très bien s'amuser pendant 1 heure ou 2, puis après le laisser tomber. Est-ce qu'il faut qu'il plaise aux parents aussi le jeu? Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait le test dans la famille, bien évidemment. C'est pour ça qu'on laisse un jouet pendant 8 semaines dans une famille pour voir comment réagit le père, la mère, est-ce que le bus il fait trop de bruit ou pas, est-ce que les parents sont lassés par la chanson ou pas, etc. Et après, au finish, c'est les fameux tests de solidité, de sécurité. Et pour développer un jouet, c'est combien de temps? 18 mois en gros. 18 mois pour développer un jouet? Avec toute la... Ça peut être 18 mois, 2 ans. Allez, on va dire un jouet simple, 1 an, un jouet compliqué, 2 ans. Entre la phase où on arrive, on dit, voilà, j'ai une idée, un super jouet. Qui est-ce qui a une idée? C'est chez Fisher-Price? Alors, tout est ouvert, il y a des designers à l'interne. On travaille avec des centaines de designers qui sont les gens qui designent des jouets, comme il y en a d'autres qui designent des voitures, eux ils designent des jouets. Et puis toutes les idées, vous pouvez avoir une idée d'un jouet génial, l'envoyer chez Fisher-Price et faire fortune si le jouet marche et s'il est retenu. S'il est retenu parmi les 400. Les 400 parmi les 10 000 concepts. Ok, c'est ouvert. Très intéressant, bien intéressant. Bon, en guise de conclusion, comment vous définiriez en quelques mots la philosophie Fisher-Price? La philosophie Fisher-Price, c'est assez simple, c'est que le jouet s'adapte à l'enfant et l'enfant ne s'adapte pas au jouet. C'est vraiment le jouet doit s'adapter à l'enfant. C'est clair. C'est assez simple comme philosophie, mais je pense que c'est la base de notre travail. Bien, nous recevions aujourd'hui Bertrand Le Délézir, qui est responsable marketing chez Fisher-Price, qui est venu nous présenter quelques échantillons de la gamme Nourrisson de Fisher-Price, gamme qui n'a désormais plus de secret pour les visiteurs de Mon Bébé TV. Bertrand Le Délézir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.